Et je vais maintenant passer à la troisième séquence de notre après-midi en invitant Gilles Roussel, Jean Chambaz, Bruno Sportis, Fabienne Casoli et Louis Vogel à me rejoindre à distance. Comment la région peut-elle mieux ancrer les universités et les laboratoires dans leur territoire? C'est la question du moment. Et comme maintenant vous en avez pris l'habitude, on démarre avec une petite pastille vidéo que vont lancer les équipes de la région. On se retrouve tout de suite. Je salue Louis Vogel, maire de Melun, ancien président de la conférence des présidents d'université. Bonjour Louis Vogel et merci d'être avec nous. Bonjour Théo, bonjour à tous. Bonjour à Fabienne Casoli, présidente de l'Observatoire de Paris-Meudon, membre de l'université PSL. Bonjour Fabienne. Bonjour Théo, bonjour à tous et à toutes. Bonjour aussi à Gilles Roussel, l'actuel président de la conférence des présidents d'université et vice-président de l'université Gustave Eiffel, dont on a déjà parlé un petit peu plus tôt. Bonjour Gilles Roussel. Bonjour à toutes et à tous. Et sont aussi avec nous Bruno Sportis, PDG de l'organisme de recherche INRIA. Bonjour Bruno. Je vous entends bien. Bonjour Théo, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci d'être avec nous Bruno. Et Jean Chambaz, président de Sorbonne Université. Bonjour Jean. Bonjour Théo, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Louis. Salut. Salut Jean. Et bien voilà, merci à vous cinq d'être là pour cette troisième séquence avec tout de suite et sans transition une première question parce qu'on a un thème très large là, sur cette dernière table ronde et j'avais envie de vous entendre chacun de votre point de vue sur cette notion d'ancrage. Qu'est-ce que c'est pour vous, chez vous, cette idée d'ancrage dans un territoire? Que représente-t-elle? Quel est l'enjeu derrière? Peut-être Gilles Roussel pour démarrer? Peut-être avoir une réponse déjà un peu large en tant que président de la CPU, puis après revenir un petit peu plus sur mon établissement et l'université Gustave Eiffel, qui était avant l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. D'abord pour dire que comme ça a été présenté, même si ça a été coupé lors de la vidéo, on est quand même un territoire très très compliqué vis-à-vis de ce lien avec le territoire. C'est souvent beaucoup plus simple pour les autres régions de définir le lien entre un établissement et son territoire, et c'est beaucoup plus naturel. Et donc, il me semble que dans notre territoire, on ne peut pas avoir une réponse unique en Île-de-France. Qu'est-ce que le territoire en Île-de-France? C'est déjà une question en soi. Et comment y répondre, c'en est une autre. Donc déjà, première chose, pas de réponse unique et la nécessité probablement de renforcer le dialogue et qu'on ait un dialogue régulier avec la région pour bien définir cet ancrage territorial. Il me semble ensuite qu'il faut faire un peu ce qu'on fait dans les autres régions, c'est-à-dire
se baser sur la différenciation. Et je pense qu'en Île-de-France, avec l'ensemble des établissements qui sont présents sur le territoire, on peut construire une différenciation des établissements sur le territoire pour mieux répondre aux attentes de leur territoire, qu'elles se seront définies. Et donc, à mon avis, il faut encourager, que la région doit être là pour encourager les universités autonomes à bien définir leur identité, les accompagner dans cette différenciation qui arrive sur les territoires. Donc ça, c'est une première dimension qu'il me semble importante d'affirmer en Île-de-France. La deuxième, c'est que justement, on est dans un territoire où il y a beaucoup d'universités, donc il y a un rôle de la région, il me semble, à coordonner, à faire en sorte de créer des passerelles entre ces différents établissements. Donc on doit pouvoir arriver. Et puis enfin, on doit favoriser la sollicitation de nos établissements pour de l'expertise au service de nos territoires, la région comprise. Donc ça, c'est voilà, mon point de vue d'un point de vue global. Ensuite, si je parle de mon établissement, on est un établissement qui est situé à la frontière de l'urbain et du rural, entre le 93, le 94 et le 77. Et donc, notre premier rôle dans notre territoire, c'est celui d'accueillir ces étudiants de ce territoire. Et lui me contredira pas sur ce sujet-là, où il y a aujourd'hui peu de formations d'enseignement supérieur. Et donc, notre première mission sur le territoire, c'est ce lien-là pour accueillir les étudiants de notre territoire qui sont très majoritaires dans le premier cycle de notre université. Ensuite, la deuxième dimension, et ça c'est peut-être la spécificité de l'université Gustave Eiffel aujourd'hui, c'est que notre thématique de recherche pour laquelle on a été labellisé par le PIA sur le projet ICIT, c'est autour des villes de demain. Et donc nous, on a vraiment une capacité à travailler avec les acteurs et les collectivités territoriales bien pour travailler avec le territoire et faire rendre disponible notre expertise. Merci Gilles Roussel. Fabienne Casoli, quand on a un observatoire et donc forcément un petit peu la tête dans les étoiles, c'est quoi l'ancrage? Quand on s'appelle Observatoire de Paris, bon, vous avez dit Paris-Meudon. C'est vrai qu'à Meudon, sur le site de Meudon, on parle toujours de l'Observatoire de Meudon. Bon, disons que c'est l'Observatoire de Paris et établissement composante de Paris Sciences et Lettres. Bon, on annonce la couleur sur l'ancrage territorial. Bon, plus sérieusement, c'est un ancrage très fort pour la discipline astronomie astrophysique. Ça se voit au sein du domaine d'intérêt majeur qui s'appelle ACAV+, Astrophysique et conditions de la vie, qui rassemble 24 labos sur la région Île-de-France. Et ça, c'est vraiment à cette échelle-là qu'on s'entend comme, disons, d'abord compétitif vis-à-vis d'autres établissements, enfin les régions en Europe. Je pense, je ne sais pas, aux instituts Max Planck en Allemagne. Et puis aussi, on s'entend d'une certaine richesse. On est complémentaires, les 24 laboratoires dans ce DIMACAV. Ça fait aussi très longtemps que l'astrophysique est organisée pour son école doctorale au niveau de la région Île-de-France. Ça n'est pas tous les doctorants dans ce domaine, mais la plupart des doctorants en astrophysique dans la région Île-de-France se retrouvent dans une école doctorale unique. Donc c'est vraiment à cette échelle-là qu'on pense les choses. Disons que c'est le socle pour une action nationale et internationale. Alors pourquoi donc cette dimension Île-de-France? C'est clairement la richesse du tissu universitaire et puis le lien avec les écoles, le lien avec les entreprises dont on parlera sûrement plus tard. Je voudrais mentionner aussi que cette école doctorale, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle transcende les universités, puisqu'elle concerne Paris Sciences et Lettres, Paris-Saclay, Sorbonne Université, Université de Paris. Voilà, donc dimension Île-de-France. Très bien, merci. On continue sur le tour des établissements, on va dire, installés en Île-de-France, puis ensuite on élargit un peu avec Louis Vogel et Bruno Sportis. Jean Chambaz, de votre côté, cet ancrage? Je vais essayer de ne pas répéter exactement ce qu'a dit Gilles Roussel, ce qui va être difficile, mais disons que Sorbonne Université a une expérience puisqu'on est ancré dans 4 territoires régionaux avec nos 3 stations marines. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, ça illustre tout à fait ce que disait Gilles. Nous sommes la seule université en Bretagne à avoir un contrat d'objectif avec la région. Aucune université bretonne ne l'a, nous l'avons.
centré sur la station de Roscoff et sur les actions que nous faisons au service du territoire, que ce soit en formation de licence professionnelle ou que ce soit en recherche et développement économique du pays de Morlaix. Donc, on l'a aussi en Occitanie, évidemment pas en PACA parce qu'on est considéré, on est assimilé au PSG, et on ne l'a pas non plus en Île-de-France. Je voudrais dire que pour l'Île-de-France, c'est complexe, comme l'a dit Gilles, mais c'est une telle richesse pour la région qu'il faut travailler cette complexité-là. Et Gilles a parlé de différenciation, il a tout à fait raison, c'est aussi complémentarité. Et certes, la région doit être un ferment de complémentarité, mais nous-mêmes, nous devons y travailler, et j'ai toujours, pour ma part, vous le savez, été embêté avec cette notion de site qui sort d'une définition bureaucratique du ministère et qui ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'ai plusieurs sites. C'est évident que nous sommes une université francilienne. La majorité de mes étudiants viennent de l'Île-de-France hors Paris. La majorité de mes personnels habitent en Île-de-France hors Paris. Et quand on voit les circulations, les mouvements démographiques, les orientations des transports en commun en Île-de-France, il y a des connexions qui ne se lisent pas en kilomètres, mais en minutes. En termes de vie étudiante, dans une des précédentes tables rondes, c'était montré comme une urgence considérable d'avoir des résidences universitaires, c'est évident. Mais moi, je suis plus intéressé pour mes étudiants à ce qu'elles soient dans les départements périphériques qu'à Paris. J'ai un campus urbain très dense. Si, par complémentarité avec les établissements extra-périphériques, on a des cités universitaires partagées, ce qui mixe les publics, qu'évoquait François Germinet tout à l'heure, c'est une chance assez importante. Donc, je crois qu'on a ce périmètre-là, et Fabienne parlait de l'astrophysique. On peut parler aussi du climat. L'Institut Pierre-Simon Laplace et l'Institut du climat d'Île-de-France, c'est l'un des deux piliers du GIEC. L'école doctorale et les régionales, c'est à cette échelle qu'il faut le faire. Et on se retrouve là encore avec Saclay, avec l'X, avec Paris-Est. Donc voilà, c'est tout. C'est la bonne échelle. On a un site parisien et on travaille étroitement avec PSL et l'Université de Paris sur des synergies, notamment en équipement, au cœur de Paris. Et enfin, je crois que y a plein de territoires en Île-de-France. Il y a l'Île-de-France, mais qui est composée de multiples territoires. Je vois les préoccupations de Louis. Bon, je n'ai pas installé, comme il le souhaitait il y a quelques années, une première année de médecine à Melun, parce que le terrain qu'il m'avait proposé était inondable. Il ne faut pas tout dire. Non, mais ceci, des territoires auxquels les établissements doivent s'efforcer de répondre autant qu'il est possible. Et pour les besoins de développement, c'est la même chose. On a des recherches de très haut niveau, c'était dit dans la première table ronde, on peut les mettre au service des problématiques des territoires. Quand on voit les problématiques de villes intelligentes, les problématiques de développement durable, aujourd'hui, on en est à chercher des solutions concrètes. Mais on peut mettre nos équipes au service des collectivités pour les aider à apporter des solutions et travailler avec les entreprises sur ces questions-là. La première présentation, j'en finirai là pour ne pas prendre tout le temps, la première présentation évoquait l'Île-de-France comme première région d'attractivité économique au monde, mais pourquoi ça ne profite pas davantage à nos étudiants pour le rayonnement international et pour le placement professionnel avec leurs différents types de diplômes, qu'ils soient professionnels, technologiques ou généraux. Donc là, je crois qu'il y a énormément à faire avec le territoire. On est des établissements publics, nous sommes des établissements publics au service de la société, et il faut que nous prenions nos responsabilités, il faut que les territoires viennent vers nous, et il faut que la région soit un catalyseur. Merci Jean Chambaz. Louis Vogel, écoutez, je vous passe la parole parce que du coup, Jean vous l'a quasiment transmise. Avec cette casquette effectivement de maire de Melun, donc vu de l'autre côté, finalement, l'ancrage d'un établissement, en quoi est-ce essentiel? Qu'en attendez-vous? Alors, de plusieurs établissements. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jean et aussi ce qu'a dit Gilles tout à l'heure. En fait, la région Île-de-France, c'est une région compliquée. Jean vient de dire, c'est la première région en termes de recherche, il y a des universités intensives de recherche
qui sont situés sur ce territoire, mais il y a aussi Melun. Hein, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, Melun, c'est le chef-lieu de la moitié de l'Île-de-France, hein, du département de la Seine-et-Marne, c'est exactement la moitié. Et là, nous avons 2 universités et une grande école. Mais ce n'est pas du tout le même contexte. Et je crois que c'est un peu le grand écart. Hein, quand on est à la région Île-de-France, il faut à la fois avoir une politique qui s'adresse à ces grandes universités, à ces grands labos qui existent et qui sont surtout installés à Paris-Centre. Hein. Et puis, il y a tout le reste du territoire. Hein, le sud Seine-et-Marne, c'est beaucoup de population. Ce sont des personnes souvent assez défavorisées, hein, culturellement, socialement. Et tout à l'heure, Jean parlait de la mission de service public. Eh bien, l'université française a une mission par rapport à toutes ces populations qui sont à cet endroit. Et je crois que rapprocher les universités des étudiants, c'est un moyen de faire la justice sociale. Aujourd'hui, quand on dit, bon, il y a l'égalité des chances, bon, ben, c'est très bien, l'égalité des chances, c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante quand on est sur le terrain. Si nos universités sont ouvertes à tout le monde dans les mêmes conditions, tout le monde ne peut pas y accéder. Moi, je vois bien, heureusement, qu'il y a des universités à Melun pour permettre à ces publics plutôt défavorisés de réussir. Et ils réussissent très bien si on traite de façon spécifique leur situation. Et les universités qui sont sur le terrain, elles développent des programmes particuliers, on y reviendra peut-être tout à l'heure, elles font des choses pour que les étudiants réussissent. Et je voudrais vous dire une chose. Les étudiants qui sont à Melun, ils passent 3 ans à Melun. Donc, et souvent on les remet à niveau, etc., sont dans des petits groupes, on s'en occupe bien, parce que justement, il n'y a pas la congestion des universités parisiennes. Le terrain coûte moins cher. Hein, voilà. Mais après, une fois qu'ils sont à Paris, vous savez quels sont les étudiants qui réussissent le mieux à Paris, dans les amphithéâtres parisiens? Ce sont les étudiants de Melun, parce qu'ils sont plus motivés. Et voilà. Donc, il y a de la réussite dans les territoires. Merci pour cette première intervention. Bruno Sportis, on vous laisse terminer ce premier tour de table. Alors, INRIA est évidemment implanté pas uniquement en Île-de-France, mais il y a une vraie volonté aussi de se rapprocher des territoires. Donc, dites-nous un petit peu comment vous voyez les choses de chez vous. Merci Théo. Donc effectivement, INRIA est un organisme national qui a la particularité d'avoir une présence territoriale qui n'est pas diffuse, avec des centres de recherche qui ont des murs, qui ont des personnels, qui sont présents sur les campus universitaires, 8 centres en France, présents sur une dizaine de sites universitaires, et dans l'Île-de-France, 2 centres de recherche qui sont essentiellement présents autour de 4 dynamiques de campus universitaires, un centre dans Paris Intramuros, avec la dynamique notamment de Sorbonne Université, bonjour Jean, avec celle de Paris Sciences Lettres, et sur le plateau de Saclay, avec les dynamiques de l'Université Paris-Saclay et de l'Institut Polytechnique de Paris. Et ces centres de recherche, ils vivent aussi dans des écosystèmes, comme nos partenaires universitaires, dans des écosystèmes d'entreprises, d'entrepreneurs, de start-up, d'investisseurs, d'associations aussi. Au moment où je vous parle, il y a un événement qui est en visioconférence, malheureusement, évidemment, organisé par le Centre de Paris avec nos partenaires académiques sur la création de start-up, avec cet écosystème qui accompagne les start-up académiques, les start-up deep tech parisiennes. Et là, évidemment, nous parlons sur chacun de ces territoires avec les collectivités territoriales, avec les exécutifs régionaux. La perspective, pour répondre à vos questions, la perspective stratégique d'INRIA sur les 3 années qui viennent, Ambition INRIA 2023, est une perspective qui est centrée sur l'impact, plus que sur notre activité. Et cet impact, il a lieu d'abord sur des territoires. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire par exemple, notamment que nos centres de recherche doivent se mettre sans ambiguïté au service du développement des grandes universités intégrées des territoires sur lesquels ils se trouvent, sans aucune ambiguïté, alors que nous sommes un organisme national. Ça veut dire que par rapport à ces écosystèmes d'entreprises, d'entrepreneurs dont je parlais tout à l'heure, on doit se penser par notre impact économique. Et un ancrage territorial, c'est être capable d'accompagner une entreprise de taille intermédiaire dans sa transformation digitale, ce qui est beaucoup plus noble, je pense, et évidemment beaucoup plus difficile, parce qu'il ne faut pas faire langue de bois dans le numérique que de travailler avec un GAFA.
ça veut dire, c'est ça l'ancrage territorial tel que moi, le sens que je donne à l'ancrage territorial, et notre dimension nationale, eh bien, elle permet d'animer la complémentarité des divers sites régionaux sur lesquels nous sommes présents, de faire les effets de levier. Et c'est pas facile à faire, bien sûr, pour un organisme national, mais je pense que c'est ça un bon ancrage territorial bien assumé. Merci. Gilles Roussel, je reviens à vous. Cette notion d'impact, déjà, est-ce que vous la reprenez à votre compte? Et puis, vous l'avez un petit peu dit, et peut-être vous pouvez le développer ici, sur quoi faire porter la priorité quand on est Gustave Eiffel? Vous avez évoqué l'appui aux politiques publiques. Je sais que vous êtes aussi très proactif sur les questions d'insertion professionnelle et d'orientation. Alors, comment est-ce que vous prenez le sujet, vous? Alors effectivement, nous en termes de projet d'université, on a été dans cette différenciation. D'une part, sur une dimension recherche qui n'exclut pas d'autres dimensions, mais autour du travail autour des questions de la ville. Donc, on participe au TIGA, au projet TIGA c'est le de territoire d'innovation de grande ambition, hein, c'est ça, c'est un projet du pays. Construire au futur, habiter au futur, dans lequel on est partenaire. On développe un démonstrateur sur la cité des cartes pour montrer comment on est capable aussi de répondre aux gros enjeux en étant exemplaire dans notre université. Et il y a du travail, hein, et c'est pas uniquement, je pense à l'université Gustave Eiffel et son campus de Marne-la-Vallée, dans lequel il faut qu'on avance sur cette dimension-là d'exemplarité des universités en matière de transition. Et donc ça, c'est une des premières missions qu'on se fixe. Il faut qu'on trouve universités et acteurs et collectivités territoriales des lieux de discussion, des lieux de médiation pour que, eh bien, on puisse travailler ensemble à la transformation de nos territoires. C'est ce qu'on essaye de faire. On a du mal parfois à comprendre ce qui se passe dans les collectivités territoriales et inversement. On a souvent aussi les acteurs territoriaux ont parfois du mal à comprendre ce qui se passe dans nos universités. Il faut bien reconnaître que c'est compliqué et donc il faut qu'on trouve des moments où on arrive à travailler ensemble et à mieux se comprendre pour avoir un réel impact sur les décisions qui sont prises, sur les évolutions de nos territoires auxquelles il me semble que la recherche peut apporter et l'expertise qui sont dans nos laboratoires peuvent apporter des réponses. Ça, c'est sur l'aspect je veux dire, recherche du point de vue de l'Université Gustave Eiffel. Ensuite, il y a toute une question qui a été évoquée par Louis sur l'accès à l'enseignement supérieur, l'accompagnement des étudiants qui, certains, sont en proximité. Je pense que c'est une de nos missions importantes sur lesquelles il est clair que nos universités ont un impact et sur lequel il faut vraiment qu'on travaille. Ça a été évoqué dans les tables rondes précédentes, avec de plus en plus d'étudiants qui arrivent dans nos universités, avec des profils très différents, une envie de différenciation qui est très différente de celle qu'on avait précédemment, voilà, au moment de 68, où il y avait plus d'étudiants, mais voilà, où on donnait des solutions uniques. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur ces questions-là. Et puis, le dernier point, et c'est là où on essaye aussi, nous, d'avoir notre différenciation au niveau de notre université, c'est sur la question de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle et de la professionnalisation, sur laquelle la région a perdu un certain nombre de prérogatives, mais sur lequel il me semble que nos établissements peuvent aussi avoir un impact sur la capacité à travailler avec les PME du territoire pour renforcer les compétences, pour développer de nouvelles filières de formation. Et donc, c'est aussi dans cette dimension-là de la formation, de la professionnalisation, de l'insertion professionnelle que les universités ont clairement un impact sur leur territoire. Louis Vogel, je vous fais rebondir sur ce que disait Gilles Roussel juste à l'instant. On a du mal à se comprendre parfois entre collectivité et université. Alors vous avez les deux versants, vous pouvez un petit peu nous éclairer sur ce qu'il faudrait. Est-ce que c'est une question c'est culturel, c'est structurel et il faut d'autres instances? Le monde des universités est un monde à part. Et les collectivités, c'est un autre monde que j'ai découvert dans un deuxième temps. C'est vrai qu'on ne parle pas toujours la même langue. Mais je vais vous dire, on est très motivés pour se rapprocher. Si je le vois maintenant du point de vue des collectivités, après je prendrai le point de vue des universités. Moi, en tant que maire de Melun, président de l'agglomération, j'ai drôlement envie d'aider mon université, parce que je sens que je rends un vrai service à ma population.
Et ça se traduit très concrètement, hein, ce n'est pas des mots, c'est que j'ai envie de la financer. Et on sait bien que les universités ont besoin d'argent, on a besoin de financement, c'est un vrai problème dans ce pays, on n'est pas assez financé. Donc, les collectivités peuvent apporter ça. On peut apporter vraiment parce qu'on a envie de le faire. Et je vais vous dire un truc, à la communauté d'agglomération, bon, il y a des votes pour, des votes contre, mais il y a un vote qui passe toujours à l'unanimité, c'est le vote pour quand ça concerne l'université. C'est pas compliqué, hein. Et sur tous les sujets. Il faut du gardiennage, il faut plus de fonds. On participe à la fois en termes d'investissement et de fonctionnement. Alors, il y a quelque chose de plus particulier qui tient au fait que ce soit local. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé dans les autres tables rondes, on a un peu évoqué, et c'est la vice-présidente de la région qui l'a évoqué, le coronavirus, la crise, le problème de nos étudiants, c'est quand même fondamental. Eh bien, nous, on a une plus grande agilité. On a mis des ordinateurs à la disposition des étudiants. Avant que nous ayons un plan général de mise à disposition d'ordinateurs pour les étudiants qui n'en ont pas, on peut attendre longtemps. Le président de la CPU, il faudra les manifester pour avoir ça. Nous, tout de suite, ça a été fait, parce qu'on a envie qu'ils se sentent bien. Donc, il n'y a pas eu besoin d'attendre très longtemps. Alors, de l'autre côté, tout à l'heure, Jean parlait du terrain inondable que j'avais mis à cette disposition. Parfois, les universités sont réticentes à venir. Vous voyez, par exemple, Paris 2 est installé à Melun, mais c'est un peu les hasards de la vie. C'est que quand on a créé les villes nouvelles, donc c'était Melun-Sénart, les universités centrales de Paris se sont décentralisées dans ces villes-là pour créer des universités, mais c'était presque contrainte et forcée. Mais quand je le prends maintenant du point de vue de l'ancien président de Paris 2 que j'étais, il y a beaucoup d'avantages pour une université à aller là, parce qu'il y a des opportunités. Je donne juste un exemple. Il se trouve qu'à Melun, il y a cette fameuse école des officiers de la gendarmerie nationale. Comme ils étaient installés à Melun, bien sûr, Paris 2 a développé des programmes avec eux. C'était très facile, on était proches, c'est la porte d'à côté. Et nous avons recruté des tas d'enseignants dans le domaine de la stratégie, ce que nous n'aurions jamais fait. Et nous avons maintenant un département à Paris 2 de stratégie qui est, à mon avis, le plus fort en France. Vous voyez, donc ça va dans les deux sens. Ils nous ont apporté beaucoup quand j'étais président de l'université, et l'université m'apporte énormément quand je suis maire de Melun. Seulement, il faut arriver à passer, comme vous disiez, le premier obstacle. Ce sont deux mondes. Il faut qu'on arrive à s'entendre. Voilà. Merci Louis Vogel. Jean Chambaz, sur cette question, alors sur ces questions, hein, vous rebondissez aussi sur ce qui a été dit, mais Bruno Sportis évoquait l'impact. Je sais que vous avez un gros projet à Sorbonne Université qui est Paris Parc, donc c'est une logique d'incubateur et de rapprochement avec les entreprises dont vous allez pouvoir. C'est ce genre de choses aussi pour lesquelles vous avez besoin de la région, puisque c'est aussi ça qu'on cherche à faire sortir de cette table ronde, hein, ce que peut faire la région, ce que vous en attendez et finalement où on va pour les prochaines années. Oui, mais d'abord, je vais quand même rebondir sur ce qui a été dit par Gilles et par Louis. Pour approfondir un peu plus, Louis le disait, un partenariat bien pensé avec les collectivités, et là encore, nous, on a des étudiants qui viennent de partout en Île-de-France, est important parce qu'ils tiennent à leur population et ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider avec les aides d'urgence pendant le Covid, ils peuvent nous aider avec des tiers-lieux. Nos étudiants, notamment avec cet enseignement hybride, c'est mieux d'avoir un tiers-lieu à côté de sa résidence ou à côté de son domicile que de se taper les transports en commun d'Île-de-France. Donc là, il y a des partenariats intelligents à créer. Et s'ils sont dans des tiers-lieux dans le territoire, ça peut aussi être des terrains de stage pour eux. Là, on a créé à l'occasion du Covid à Sorbonne Université un diplôme d'université d'entrepreneuriat pour des étudiants qui avaient eu leur diplôme de master cette année, mais qui ont des difficultés à trouver un boulot parce que c'est la crise. Et donc, ils ont 6 mois, 8 mois de formation à l'entrepreneuriat avec un stage concret. On a trouvé des entreprises qui proposaient des stages, enfin des projets de développement pour des groupes d'étudiants. D'ailleurs, Sorbonne Université est un de ces projets. Les collectivités peuvent offrir des projets tout aussi intéressants, mobiliser des étudiants de différentes disciplines pour travailler soit sur l'organisation de la ville, soit sur la question de développement durable, il y a 1000 actions sur lesquelles on peut collaborer si on a envie de le faire et si on a de l'appétence. L'autre aspect, c'était rappelé par Christine Clérici au tout début de l'après-midi,
c'est que les universités, ce n'est pas une charge pour le budget de l'État, c'est un moyen de développement économique et social. Un euro investi dans une université, c'est 6 euros pour l'économie, un emploi, c'est 5 emplois. Donc là, il y a matière à faire. Et pour le développement économique, une alliance tripartite entre une collectivité, des entreprises et l'université, c'est important. Alors je sais qu'on parle beaucoup de start-up. Certains parlent de la Start-up Nation, la grande Israël en France. On a quand même un réseau de PME et de TI qui ont besoin de développement. Et faire une licence à une PME implantée à Melun, ça lui permet d'emblée d'embaucher des dizaines de personnes en plus. C'est intéressant parce qu'ils vont embaucher quelques diplômés de chez nous, ils vont améliorer la situation de l'emploi à Melun et ils vont se développer. Donc ça, il y a vraiment des partenariats extrêmement importants à conduire et tous les sujets sont bons parce que la recherche, bien sûr, elle doit être libre, mais ensuite, son transfert à la société, il doit répondre aux besoins concrets et pour des réponses assez rapides. Bon, nous avons effectivement Paris Parc et la région nous a soutenus. De ce point de vue, on n'est pas dans le désert en travaillant avec la région, même quand on est au cœur de Paris. Paris Parc, c'est effectivement un lieu dans lequel on a enfin réglé tous les problèmes et il va sortir de terre d'ici 2-3 ans. On a un bâtiment de 15 000 m² où on a tout notre écosystème. On a évidemment nos services de contrat avec les entreprises. On a notre société d'accélération et de transfert de technologie, qui est celle de Sorbonne Université et de ses partenaires. On a notre incubateur. On a un hôtel d'entreprise. On a des formations de partenariat. On héberge les communautés pour l'innovation et la connaissance de l'Institut européen de technologie. Bref, on a un lieu où est le point d'entrée pour les entreprises à Sorbonne Université. Les grandes, bien sûr, avec qui on va faire des partenariats, mais les petites, pour développer des partenariats ou pas. Et ce centre est ouvert à nos chercheurs, bien sûr, il est au cœur de notre campus scientifique, en plein cœur de Paris. Il est ouvert à nos étudiants, il est ouvert à nos alumni. Et dans un autre projet, cette fois-ci avec la ville de Paris, sur la rue Cuvier, le long de ce campus, on a une résidence étudiante et personnelle, on a une résidence pour chercheurs internationaux de 150 chambres, donc on est en fait 150 appartements qu'on essaye de construire pour là encore renforcer l'attractivité. Donc on voit qu'on va simplifier le modèle, on disait que le modèle était compliqué, mais si autour des universités, alors que ce soit Sorbonne Université, que ce soit Gustave Eiffel, que ce soit les autres, on organise ces écosystèmes qui mettent les équipes de recherche et de formation au service du tissu économique et social. Il y a de quoi faire. J'entendais pour finir François Ballaudet qui, évidemment, dans la première tribune, parlait des SHS, mais elles sont complètement intégrées. Les SHS, ce n'est pas un problème lié. Ce n'est pas une espèce particulière. Dans une université pluridisciplinaire comme Sorbonne Université, il y a des sciences humaines et sociales, et soit elles participent en pleine possession de leur capacité à des projets interdisciplinaires, soit elles développent leurs propres projets. Et on a développé avec d'ailleurs Bruno Sportis et INRIA, dans le cadre de notre Sorbonne Center for Artificial Intelligence, un pilier d'humanité numérique. Et on n'aurait pas pu le faire si on n'était pas réunis dans une même université. Donc on voit qu'il y a énormément de possibilités pour amener à la région, à ses différentes composantes, à ses entreprises, quelle que soit leur taille, à ses communautés, des solutions concrètes. Dernier point peut-être, parce que ça participe de cette culture de collaboration, c'est un axe assez fort à Sorbonne Université, en fait dans l'Alliance Sorbonne Université, avec le muséum, avec nos autres partenaires, c'est le développement participatif. On a créé une unité de service appuyant les recherches en sciences participatives pour là encore associer les citoyens d'Île-de-France aux recherches qui sont conduites. Un seul exemple, c'est une chaire qu'on avait faite sur la pollution urbaine, où on avait équipé des enfants de 2 écoles de la périphérie de Paris avec des bracelets pour prendre des mesures de polluants au niveau du nez des enfants, enfin de la taille des enfants, pas à un autre niveau, c'est au ras des voitures. Et ça avait été, dans les écoles concernées, des programmes concrets pour les enseignants, pour sensibiliser les élèves et leurs familles directement
à ces questions-là. Donc, il y a une richesse absolument importante de coopération possible, et si ça foisonne, c'est pas grave. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut simplement stimuler, encourager, créer cette culture de partage à tous les niveaux. Merci, merci Jean Chambaz. Ça ouvre aussi beaucoup de perspectives. On continue de balayer un peu toutes les facettes de cet impact, de cet ancrage. Fabienne Casoli, peut-être avec votre préoccupation qui est la diffusion scientifique, la culture scientifique et technique. C'est l'une de vos préoccupations et peut-être qu'on peut commencer par ça. Et évidemment, si vous voulez réagir sur ce qui a été dit, vous faites ce que vous voulez, vous avez le micro. Oui, je vais commencer par réagir sur ce qui a été dit et rappeler quelque chose qui a été dit dans les 2 tables rondes précédentes. Si on veut augmenter l'impact et l'ancrage de nos universités et nos laboratoires dans la région, je crois qu'il y a des actions à mener au niveau des transports et du logement. C'est évidemment très compliqué, mais je pense que le flux net actuellement, il est négatif. Donc, la région est très attractive pour l'installation des jeunes chercheurs, enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des administratifs, des techniciens dont on a besoin, des étudiants, mais ils ont tendance à ne pas rester. On a parlé aussi du logement étudiant. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire parce que que les gens soient mobiles, ce n'est pas une problématique, mais soient mobiles toujours dans la même direction, ça pose un problème. Donc ça, c'est vraiment... je sais que c'est difficile, c'est compliqué, c'est coûteux, mais on ne s'en sortira pas autrement. Si on veut que nos laboratoires aient un lien fort avec leur environnement, il vaut mieux que les personnels n'habitent pas à 2 heures de transport. Et ça, c'est des choses que j'ai découvertes pendant la crise du Covid. C'est qu'on a des gens qui font 2 heures le matin et 2 heures le soir. Ça n'est pas possible. Alors évidemment, et en plus, en général, ce sont des gens qui ont des postes qui ne sont pas télétravaillables. La deuxième chose, c'est peut-être plus concret, c'est lié à la question que vous venez de poser, Théo. Je pense que pour ce qui est du partage de la science, alors je vous l'ai dit, je déteste le terme de diffusion des savoirs. Parce que ça laisse penser qu'il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise qu'il doit comprendre. Et non, je ne crois pas. Ça se fait, enfin, en tout cas, c'était peut-être le cas au 19e siècle, c'est plus le cas. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit dans le partage. C'est une responsabilité qu'on a. C'est une responsabilité en tant que citoyen. Et puis, bon, c'est quelque chose en lequel je crois profondément. Donc, une démarche qui soit vraiment dans les 2 sens. Et pour ça, il nous faut des lieux, probablement. Ce n'est pas des choses qu'on fait si facilement que ça, en virtuel, en numérique. Bon, je vais donner un exemple. À l'Observatoire, à notre modeste échelle, on fait des parrainages de classes. On parraine chaque année, disons, 150 à 200 classes. Ça fait quand même quelques milliers, bon an, mal an, quelques milliers d'élèves. Les astronomes ou les ingénieurs, d'ailleurs, vont dans les classes et puis les classes viennent à l'Observatoire. Évidemment, cette année, ça a été plus compliqué. Et ce sont des actions sur le terrain qui sont concrètes et importantes. Mais avoir des lieux pour partager la science, alors on m'a aussi cité l'exemple côté SPCI de l'espace Pierre-Gilles de Gênes, pareil, quelques milliers d'élèves qui sont touchés chaque année et qui vont faire de la science de manière ludique. Ce sont aussi sans doute des élèves après qu'on va pouvoir attirer vers nos métiers. Et quand je dis nos métiers, ce n'est pas uniquement la recherche, je pense au sens très large, et peut-être diversifier aussi notre recrutement. Donc là, je pense que du côté de la région, une aide côté partage de la science, sachant que ce sont des choses difficiles à financer sur la durée et difficiles parfois à faire reconnaître, je pense que ça serait vraiment important. On a un atout important aussi en région Île-de-France qui est la structure Universcience, avec le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ces lieux. Mais aussi sur nos établissements. Voilà. Une autre suggestion, ça serait, et je pense que ça, la région a déjà pris des actions en ce sens, nos doctorants, les doctorants qu'on forme,
peut-être, disons, avec un peu de chance, 30% vont faire de la recherche académique. Les autres vont faire plein de choses. Et je pense que si on peut avoir une amplification du programme qui s'appelle Paris Région PhD, qui est en coopération avec des entreprises locales, de la région, ce sont des doctorants qui, je pense, pourraient assez facilement trouver un débouché, trouver un poste dans ces entreprises ou dans les entreprises du secteur. Ce programme me paraît très intéressant. Voilà quelques pistes. Je peux vous garantir que du côté des équipes de la région, ils prennent des notes depuis le début de l'après-midi et continuent à leur donner des idées. Bruno Sportis, vous avez introduit cette idée d'impact, vous avez parlé de votre lien avec les établissements. Est-ce que vous voulez peut-être aller un petit peu plus loin sur le comment et sur les attentes ou les idées de ce que pourrait être la relation avec une région, justement, à l'avenir? Oui, je voulais revenir à ce qui a été dit sur cette question des jeux coopératifs entre les acteurs dont a parlé Jean Chambaz notamment. Je suis entièrement en phase avec lui, il le sait. Je pense que comment augmenter notre impact dans le collectif, de toute façon, passe par le fait que les alignements aient lieu. Moi, je pense que c'est la responsabilité de l'État que de garantir un terrain de jeu qui permette le fait que les gens aient envie de jouer ensemble. Voilà. C'est la première responsabilité de l'État. Et après, sur les territoires, il y a du foisonnement. C'est un terme qu'a utilisé Jean. Il n'y a pas besoin d'inventer des nouveaux bidules, des nouveaux objets. Il n'y a pas besoin d'avoir une vision de jardin à la française qu'on construit dans la durée au fur et à mesure en ajoutant des feuilles au millefeuille. Tous les ingrédients sont là pour que ça ait un impact pour le territoire dans toutes les dimensions. Et ça veut dire qu'on doit se réaliser pas par le fait qu'on va ensemble chercher de l'argent en faisant croire qu'on a envie de travailler ensemble, mais en alignant une vision, en définissant ensemble une stratégie, en construisant des dispositifs opérationnels d'exécution pour avoir des résultats. Et résultat n'a pas d'implicite économique, c'est quelle que soit la dimension. Et ce jeu coopératif, c'est absolument majeur. Voilà, je voulais dire ça. Je voulais après rebondir sur ce qui a été dit sur les volets. Je vous dis avec mes mots dialogue science, technologie. J'utilise intentionnellement le terme société. Bon, j'ai parfois un prix pour parler beaucoup innovation, mais là, je pense que le sujet dialogue science, technologie, société est absolument majeur sur l'impact sur un territoire, parce qu'on touche à des fondements de notre société démocratique, à son évolution du fait de l'arrivée, du fait de problématiques scientifiques, du fait de l'arrivée de nouvelles technologies. Et donc là, on est sur les territoires parce qu'on est au plus proche des citoyens et c'est éminemment politique, donc c'est sur un territoire. La donne n'est pas la même selon les domaines, pas la même en astrophysique, discipline que je respecte très fortement, que le numérique, bien sûr. Et les sujets derrière, c'est comment on est capable d'augmenter à notre place. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure, sous l'angle qu'il n'y a pas de canal dans un sens, il n'y a pas de sachant, il n'y a pas de diffusion à avoir. C'est aussi des termes que je n'aime pas du tout utiliser. Comment on arrive à augmenter la prise de conscience collective à notre place, avec notre légitimité, sur quelques sujets dans le numérique. C'est comment on arrive à augmenter la maturité de la société pour comprendre qui se joue avec le web, qui se joue avec qu'est-ce qui se joue dans un smartphone, quelles sont les conséquences du fait que la France a laissé tomber la course de ce qui rend intelligent un smartphone, ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation qui sont dans la main d'Apple et Google notamment. Qu'est-ce que c'est l'économie de la donnée? Tous ces sujets ne sont pas abstraits, ils ont des vraies implications, y compris sur un territoire. Et l'organisation, on va dire, de ce dialogue sciences, technologies, société, ça se fait dans des territoires, ça se fait dans des lieux, ça se fait avec beaucoup d'humilité, je pense, de la part des acteurs scientifiques. Ça se fait tôt aussi. Ça a été évoqué également, la question des parcours, de la capacité à aller parler dans les classes. Moi, je pense notamment à un programme que m'autorise INRIA en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, mais avec les universités, avec évidemment plein d'autres acteurs qui s'appellent Chiche, qui est d'être capable d'aller parler dans chacune des classes, dans une académie, c'est-à-dire sur un territoire de seconde, d'aller parler du numérique.
Voilà, donc ça, c'est tous ces sujets, et je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement politiques parce qu'ils touchent vraiment à la capacité de notre société à avancer. Et on a vu par exemple sur le sujet de la numérique, sur lequel INRIA a été très fortement impliqué lors de la crise sanitaire. On vous perd un peu, Bruno, au niveau du son. Là, c'est un peu saccadé. Je pense qu'il faut que vous coupiez votre vidéo, peut-être parce que ça devient un peu dégradé. Ma vidéo. Comme quoi, les cordonniers sont quand même parfois les plus mal chaussés. Hein. C'est pas de chance. C'est pas de chance. On avait terminé, Théo. Merci. Non, c'était bon sur 90% du temps, mais sur la fin, c'était un petit peu compliqué. Il y a eu une question dans le chat qui me semble importante. Je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez complètement y répondre, mais il faut qu'on la pose. C'est l'articulation des enjeux que vous venez d'évoquer avec le programme Investissement d'avenir 4 qui se profile. Donc la question qui était posée était de savoir un petit peu comment est-ce que ça pouvait s'articuler avec les investissements et l'action de la région. J'ai envie d'ajouter là-dedans la loi sur la recherche aussi, hein, qui n'était pas le sujet du jour, mais qui est évidemment en toile de fond. Alors là, peut-être que Gilles Roussel et Jean Chambaz, avec leur casquette président d'association d'université, peuvent se risquer à un petit éclairage. Bon, peut-être je vais commencer à me risquer pour éviter de passer après Jean. Donc, oui, sur ces questions-là, je pense que c'est l'articulation en fait entre la question des financements nationaux et celle des financements régionaux, voire territoriaux, qui est posée, et comment, avec des universités qui ont une vocation nationale, voire internationale, et qui sont des acteurs nationaux, eh bien, on arrive à construire une stratégie commune avec les acteurs régionaux. Donc c'est une vraie question dans le cadre des dialogues actuellement autour des contrats qu'on a avec l'État. La ministre et le ministère essaient d'associer au maximum les acteurs territoriaux pour essayer de co-construire des stratégies communes. Je ne suis pas certain qu'on soit en mesure de synchroniser toutes ces actions. Le calendrier de l'État est souvent différent de celui des régions, mais il me semble qu'il y a des grands moments comme le CPER qui a déjà été évoqué avec la région et l'État, qui peuvent être des moments où on peut peut-être aller au-delà des questions d'investissement qui sont décidées au moment de ce CPER pour essayer de construire des éléments de stratégie très concrets. Hein. On n'a pas besoin d'aller écrire des pages et des pages de contrats, mais voir comment, sur des actions spécifiques, on peut arriver à construire des actions en commun entre régions, États et universités. Jean Chambaz, je vous citais aussi avec la casquette de la LERU, la Ligue des universités européennes de recherche, qui peut peut-être nous donner aussi un éclairage européen. Alors, est-ce que Jean Chambaz est toujours avec nous? Trop coupé, Jean. Oui, ce que je disais, c'est que je commentais d'abord ce qu'a dit Gilles, et en l'illustrant avec le cas des stations marines, où dans les projets que nous construisons, nous le faisons avec la commune, avec la communauté de communes, avec le département et la région. Il y a tous les niveaux qui s'articulent. Et on ne fait pas la même chose avec l'un ou avec l'autre, et évidemment avec l'État. Donc je crois que je suis tout à fait d'accord qu'il ne s'agit pas de tout synchroniser. Je ne crois pas aux contrats tels qu'ils sont faits actuellement, parce qu'on a des engagements vis-à-vis de l'État qui sont des engagements vis-à-vis de l'État en tant qu'établissement public d'État. On a des objectifs communs avec la région sur la base de centres d'intérêt et de stratégies partagées. On n'est pas obligé de répondre à toutes les priorités de la région. La région n'est pas obligée de soutenir toutes les priorités de nos établissements. Et même que ce soit intelligemment articulé. C'est-à-dire qu'il faut éviter que la région et l'État arrosent au même endroit, fassent la même chose incomplètement. Donc l'articuler quand c'est nécessaire, compléter quand ça ne l'est pas. Et c'est pareil au niveau européen. On a aujourd'hui, on éviterait là encore le millefeuille et on simplifierait si les différents niveaux étaient bien articulés. Mais puisque vous me passez la parole sur le niveau européen, je voudrais quand même appuyer sur une contradiction des chefs d'État européens qui est absolument flagrante, puisque pour se mettre d'accord sur le plan de relance européen, pour financer la dette des différents pays,
ils ont pris des décisions de coupure importantes du budget européen, et notamment sur le volet recherche et éducation. C'est 15 milliards de moins sur le budget d'Horizon Europe. Donc là, on a des discours qui disent que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont des clés pour sortir de la crise, et on coupe les crédits au niveau européen. On les augmente en partie au niveau français, mais en tous les cas, on les coupe au niveau européen. Une première chose. La chose qui est beaucoup plus grave encore maintenant, c'est que comme il y avait une clause tout à fait saine posée par la majorité des États sur le respect des libertés académiques et des droits de l'homme dans les pays européens financés par la Commission, la Pologne et la Hongrie, qui ne pouvaient pas s'y opposer, se sont opposés au budget et à l'accord sur le budget. Donc on est, si la question ne se résout pas dans les semaines qui viennent, on est avec au moins une année blanche, si ce n'est deux, de financement européen dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche au moment où on est en pleine sortie, tentative, essai de sortie de la crise. Donc on a quand même une situation qui est extrêmement grave aujourd'hui et qui montre bien des contradictions assez fortes entre les paroles et les actes des chefs d'État européens. Néanmoins, par rapport à votre question, il est nécessaire d'articuler les différents niveaux. Merci, et merci pour ce rappel aussi, effectivement, de l'actualité politique européenne. Louis Vogel, on en revient à vous. Alors, pareil, hein, vous réagissez sur ce que vous souhaitez. J'ai aussi envie de vous demander, vous avez beaucoup expliqué finalement ce que vous pouviez faire avec les établissements. Est-ce que vous avez aussi un message sur ce que vous attendez de la région en tant que maire? Bien sûr. Moi, je crois que, vous savez, le slogan, ça pourrait être la proximité crée l'opportunité. Si on se rapproche des territoires, il y a plus de choses qui deviennent possibles. Et surtout, il y a plus de motivation. Je voudrais donner deux, trois exemples. Tout à l'heure, j'en ai donné un. Le OGN était là, Paris 2 arrive. Ils sont au même endroit. C'était plus facile de le faire à Melun que de le faire à Paris. Hein. Alors, deux autres exemples importants pour l'impact de la région sur le territoire. Moi, j'ai un parc d'activités avec beaucoup de start-up tournant autour de l'aéronautique que Valérie Pécresse connaît très bien, elle s'y est rendue plusieurs fois, donc la région est un acteur pour la gestion de ce parc. Ça s'appelle Villaroche. À Villaroche, certaines entreprises m'ont dit, mais on ne vient pas s'installer si vous ne mettez pas à disposition des formations pour des métiers rares, dans certaines filières technologiques. Donc, c'est la condition pour venir. Vous voyez, là, je suis très motivé pour les mettre en place. Le CNAM va installer à Melun des filières technologiques pour répondre aux besoins de ces entreprises. Tout le monde est très motivé. Et moi, je finance, bien sûr, les formations. Et ça fonctionnera très bien. C'est très ciblé, ça marche à coup sûr. C'était la demande des entreprises. Et là, le rapprochement université-entreprise se fait très naturellement. Autre exemple... Melun a construit un hôpital ultra moderne. Nous, en Seine-et-Marne, Gilles de Sévien, on a vraiment un problème de désertification médicale. C'est un département immense, il n'y a plus de médecins. Un des moyens de faire venir des médecins, c'est d'avoir des formations de médecins. Créteil ouvre une licence santé à Melun pour former des médecins pour tout le sud Seine-et-Marne, tout près de la gare, pour que les étudiants puissent venir facilement. On a parlé tout à l'heure du logement étudiant. Un des moyens, c'est aussi qu'ils puissent loger à proximité de chez eux, dans leur famille, sans être obligés de dépenser de l'argent à Paris ou ailleurs. Donc, puissent facilement venir dans cette université, dans cette faculté de médecine. Et ça se met en place. J'ai un autre investissement qui est fait de toute façon. Je suis très motivé par le mettre à disposition de l'université. On va construire une maison des internes. S'il y a des internes, il y aura des médecins. La Seine-et-Marne, le sud Seine-et-Marne, on est très content d'avoir des médecins parce que c'est ce qui nous manque. Vous voyez, moi je crois beaucoup, il ne suffit pas de mettre des structures les unes à côté des autres. Hein. Tout à l'heure, on a dit, bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut créer de la motivation pour que ces structures travaillent ensemble. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des barrières. À moins de dire que plus d'universitaires se lancent en politique, ça c'est une solution, mais s'ils ne le font pas, en attendant, il faut créer des ponts. Et les ponts, ça vient du fait qu'on me demande des choses. Je pense que ça sert ma population. Je vois que j'ai de très bons étudiants qui ne font pas d'études, de très bons étudiants potentiels qui ne font pas d'études, donc j'ouvre des filières pour eux, et d'ailleurs après ils réussissent très bien.
Donc, si on travaille comme ça, je crois qu'on reconstruit un système, un écosystème. Et je crois que c'est ça la direction. Hein. Et notre pays souffre de cloisonnement énorme. Tout à l'heure, si j'ajoute tous les organes qui ont été cités dans les 3 tables rondes, vous voyez, hein, si chacun marche de son côté, vous êtes sûr que la synergie est loin. Hein. Donc il faut qu'on crée du lien entre toutes ces... Et l'idée, c'est les personnes. Et ça tourne autour de ça. Très bien, merci Louis Vogel. Gilles Roussel, vous avez levé la main, donc je pense que vous aviez une réaction, à moins que ce soit... Oui, je voulais... Alors, Gilles, juste, vous avez 2 minutes et ensuite on rend l'antenne pour la ouais, mais je vais être très très rapide. Je voulais intervenir sur un sujet qu'on n'a pas tellement abordé, qui était abordé dans la table ronde précédente, dans lequel il y a un vrai impact de la région. Là, pour le coup, pour les universités, et Louis en a parlé, c'est toutes ces questions de vie étudiante, ça a été évoqué dans un élément du chat, et je voulais quand même évoquer cette dimension-là qu'on a très peu évoquée dans cette table ronde. Jean a évoqué par exemple la question des tiers-lieux et la proximité. Il y a un vrai travail qu'on fait avec la région et avec les collectivités territoriales pour essayer de faire en sorte que les étudiants n'aient pas à se déplacer. Ça rejoint les questions de Louis, de proximité, de formation. Il y a la question des transports, il y a la question du logement étudiant, la question de la santé étudiante. Voilà, je voulais aussi dire que la région nous accompagnait beaucoup. Voilà, ça paraît tellement naturel aujourd'hui que je voulais quand même qu'on réévoque ces questions-là qui sont extrêmement importantes pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur des étudiants, voilà, et pour nos universités. Absolument, et merci Gilles Roussel de finir là-dessus.